Aujourd'hui, on va parler de MMA, mais pas de Non, l'assurance. de Mixed Martial Arts. Mais avant, on va parler de la différence entre la garde de la boxe anglaise et la garde du Wing Chun. Allez, jingle. Your kung fu is pretty good. You're gonna pay. You treacherous bastard. Get him! Bienvenue sur Kung Fu Coffee Break podcast. Évidemment, bonjour à tous. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode. Comment ça va, Elliot? Ça va très bien, merci. Décaféiné? Absolument caféiné. C'est la première fois, n'empêche, au Kung Fu Coffee Break podcast qu'on Ouais. boit du café pendant Mmh. le Kung Fu Coffee Break podcast. C'est vrai? Oui, Ah ouais, oui, ok. tout à fait. D'accord. Donc, je tiens à le signaler. Le café est bon? Oui, Cool. très bien. Bon, dans ce nouvel épisode aujourd'hui, on va parler MMA. Puisqu'on avait dit qu'on faisait un épisode entier, parce que je pense qu'on a pas mal de choses à dire. Donc un épisode entier, ce sera pas trop. Mais avant, on avait on a une question à répondre de nos comment on appelle ça, auditeurs, spectateurs, auditeurs. On nous écoute, Auditeur, auditeurs. spectateur, ouais. Auditeur nous a posé une question sur un commentaire sur YouTube. Donc n'hésitez pas, hein, si vous avez une question à poser, on se fera un plaisir d'y répondre. Hein. C'est ce qu'on veut aussi un peu avec le podcast, quoi, qu'on puisse échanger entre nous, certes, mais aussi avec nos auditeurs. Quelle est la question? Donc la question posée par Pablo Netti, je résume, hein, parce que le commentaire était long, mais en gros, pourquoi on ne rentre pas le menton en Wing Chun comme en boxe anglaise, je veux dire, quand on est dans la garde, et est-ce qu'on pourrait pas mixer les deux gardes, c'est-à-dire avoir une garde style plutôt boxe anglaise et une garde Wing Chun sans déstructurer la posture du Wing Chun? Voilà, ça c'est la question que j'ai résumée, bien sûr. Le commentaire est plus long, mais voilà. La question se porte sur la garde, en fait. Hein, garde Tout à fait. de boxe anglaise versus garde de Wing Chun. Donc c'est comparer ces deux gardes et les plus, les moins, les avantages, les inconvénients. Donc ce qu'on peut dire déjà par là, c'est que quand on compare deux styles, et là en l'occurrence le Wing Chun et la boxe anglaise, déjà il faut remettre les choses dans leur contexte et analyser les choses dans leur contexte. Le Wing Chun et la boxe anglaise ne sont pas du tout désignés pour un affrontement de la même manière, quoi. Donc boxe anglaise, c'est un sport de combat qui obéit à des règles dont la spécificité est de vraiment combattre qu'au point, donc qu'à la distance de point. Alors que le Wing Chun, par exemple, hein, on prend en considération la distance de jambe. Ouais. Et donc déjà, de ce point de vue-là, au niveau de la distance, c'est quand même assez différent. Hein. Donc forcément qu'une garde va s'adapter en fonction du contexte. Et est-ce que tu prends en compte tes jambes ou est-ce que tu prends pas en compte les jambes? Tu restes uniquement sur des techniques de poing comme en boxe anglaise. Donc on va en parler un peu plus en détail par la suite, hein, mais la garde de la boxe anglaise a vachement évolué avec le temps, parce que si tu regardes un siècle en arrière, un siècle à 2 siècles en arrière, la garde de la boxe anglaise finalement ressemblait pas mal à celle du Wing Chun, tu vois, avec la tête en arrière, les bras bien Ah en oui, c'est avant. vrai, exact. Donc ça a pas mal évolué. C'est une analogie, une comparaison que les pratiquants de Wing Chun font assez régulièrement. Donc on va en parler de cette évolution-là aussi. Oui, pour ce qui est du Wing Chun, finalement la garde du Wing Chun avec les mains assez portées sur l'avant, elle pourrait ressembler davantage à certains types de gardes qu'on peut retrouver en MMA, sur certains styles de combattants, qui mettent les bras davantage vers l'avant, donc de manière générale. Hein. Donc voilà, Wing Chun axé davantage sur des situations de self-défense. Donc si on met les choses davantage dans leur contexte, on part plutôt sur des gardes qui sont camouflés. Hein. Donc il y a la garde classique en Wing Chun avec les mains ouvertes, ce qu'on appelle Zhong Sao, avec la Man Sao devant, la Wu Sao derrière. Mais lorsqu'on remet les choses dans un contexte de self-défense, on part davantage sur une garde qui est camouflée, avec fois les paumes de main tournées vers le sol,
typique des gardes en fait, camouflés, des gardes cachés qu'on peut retrouver dans beaucoup de systèmes de self-défense. Si tu prends, encore une fois, on en avait parlé dans un précédent podcast, le livre riposté de Michael Illouz, il en parle des gardes cachés et finalement il propose un peu la même chose, tu vois. Si tu prends Robert Paturel avec la boxe de rue, il présente aussi le même type de garde, tu vois, main ouverte, déployée vers l'avant, voilà. Et en Wing Chun, il y a Sifu Kernspech dans les années 90 qui avait écrit un livre qui s'appelait One Single Combat, dont le livre, si tu veux, je sais pas si tu as eu l'occasion de le lire, celui-là. Non, je voulais m'acheter un de ses ouvrages, mais introuvable autre c'est-à-dire- que en allemand. Ouais, ça commence un peu à Donc, dater maintenant. C'est vrai que c'est pas facile à trouver, mais avec ce livre, Sifu Kernspech avait voulu un peu se détacher du Wing Chun classique, si tu veux, que proposait Leung Ting, et a remis les choses davantage dans un contexte de self-défense. Il proposait déjà dans ce livre cette façon de voir la garde adaptée plus à un contexte de self-défense où tu mets les mains vers l'avant, tu es protégé déjà, mais c'est pas une véritable garde, point fermé. Tu montres pas que tu veux te battre, mais tu es prêt au cas où ça doit sortir, tu vois. Donc, c'est quelque chose d'assez commun finalement dans les systèmes de self-défense, quels qu'ils soient, quelque part, tu vois. Ouais, bien sûr. Ouais, ce qu'on peut dire quand même, c'est quand même assez, pour moi en tout cas, de mon point de vue, assez fondamentalement différent entre la boxe anglaise et le Wing Chun, c'est qu'on ne travaille pas du tout dans les mêmes distances de combat. Et je sais pas si tu étais là au dernier cours quand j'en ai parlé, Elliot, mais dans la boxe anglaise, la distance à laquelle se tiennent les boxeurs, tu vois, avant de s'engager dans un échange de coups, on est quasiment dans la distance dans laquelle, dans le Leung Ting Wing Chun en tout cas, Sifu Leung Ting appelle ça la zone magnétique. C'est-à-dire à la distance à laquelle, si jamais on y vient, la stratégie que tu dois avoir, c'est sauter sur ton adversaire le plus vite possible. Parce qu'on veut combattre au corps à corps, et la distance de point en Wing Chun est beaucoup plus courte de manière classique. Quelques styles de Wing Chun qui sont pas forcément sur les mêmes distances, mais de manière classique, ce que tu retrouves quand même la plupart du temps à Hong Kong, c'est une distance qui est très très proche, et c'est clairement pas la distance de boxe, quoi. Donc par rapport à la distance de boxe anglaise où se tiennent deux boxeurs, c'est soit t'es plus éloigné que ça, soit t'es plus proche que ça, et finalement cette distance entre deux, on n'y est jamais en Wing Chun, tu vois. Et quand on est au combat rapproché, on n'est pas en garde, parce qu'on est très proche et on est en train de faire quelque chose avec les bras. Donc on n'est pas en garde, quoi. On est en train d'essayer de frapper, de prendre contact, et bim bam boum. Si ça tourne mal, et bien sûr que là il faut adapter la posture et repartir dans une garde plutôt fermée. Mais en même temps, comme énormément d'arts martiaux, si ça tourne mal quand t'es au combat rapproché, qu'est-ce que tu fais? Tu clinches. Tu clinches. C'est ce que font les gars en boxe anglaise, c'est ce que font les gars en boxe thaï, et c'est ce qu'on fait aussi en Wing Chun. Si arrivé à cette distance de combat là, quelque chose tourne mal, pour ralentir le combat, la plupart des solutions que les combattants proposent, c'est du clinch. Parce que le clinch, tu vas étouffer ton adversaire et tu vas davantage ralentir le combat. On en parlera après peut-être quand on va développer sur les MMA, mais tu le vois beaucoup en MMA. Quand il y a un combattant qui commence à se faire malmener, à subir des coups, qu'est-ce qu'il fait? Il essaye il rentre au corps à corps. Il rentre au corps à corps, il essaye de faire du clinch, il essaye de faire un single leg, double leg, d'amener le combat au sol pour le ralentir et pour essayer de partir davantage sur de la lutte, pour calmer, pour redescendre le jeu, tu vois. Donc on est dans les mêmes stratégies en Wing Chun. On est dans la même chose, parce que le clinch, le grappling fait partie aussi du jeu. S'il faut en arriver là, il faut le faire. Voilà, pour revenir sur la boxe anglaise, en fait, il y a
il y a plus d'un siècle en arrière, en fait, la garde de boxe anglaise ressemblait davantage à la garde de Wing Chun, si on compare un peu les deux, avec le poids sur la jambe arrière, la tête quelque part bien retirée en arrière. Donc, quand on dit faut pas mettre le menton devant, ouais, je suis d'accord, bien sûr. Le menton au balcon, pardon, je suis d'accord, bien sûr, mais pas mettre la tête au balcon non plus, j'ai Ouais. envie de te dire, tu vois. Et en Wing Chun, c'est ce qu'on fait. On a le retrait de la tête qui est assez, qui est vraiment sur l'arrière. Il y a un dicton en Wing Chun qui dit la tête c'est le général, et le général tu l'envoies pas au combat. Ouais. Tu vois, tu l'envoies pas sur le champ de bataille. Donc tu mets la tête en retrait. Et les soldats, c'est un peu ton armée, tes fantassins, c'est comme si c'était tes bras en fait, tu vois. Et c'est ce qu'on fait en Wing Chun. On met la tête en arrière, le menton est pas relevé, le menton est baissé, mais comme on baisse aussi les épaules, on peut avoir cette impression que le menton est relevé. Mais le menton est pas si relevé que ça. Il est légèrement baissé, mais comme les épaules le sont, on peut avoir l'impression que le menton est levé, mais ce qui est pas le cas. Finalement, si tu vois la boxe anglaise à l'époque, ben, elle avait aussi un peu cette gueule, quoi. Elle avait aussi un peu ouais, cette allure, cette forme. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'époque, les boxeurs se battaient très régulièrement. Donc on est dans une époque où les protections en boxe sont vraiment minimes, hein. Il y a les gants, il y en a peut-être pas. Au début du 19e siècle, les gars ne portent pas de gants. Et ils ont tendance à frapper au corps, en fait, à cette époque, les boxeurs. Parce que si tu n'as pas de gants et si tu frappes à la tête, tu as des blessures, en fait, qui sont plus susceptibles de se produire dans la main, tu vois, parce que frapper un crâne dur, bah, ça fait mal, ça peut casser les doigts, tu vois. Donc, à cette époque, les coups sont plutôt portés au corps. Et c'est pour ça les boxeurs à cette époque ont une garde plutôt basse, en fait, parce qu'ils protégeaient davantage le corps. Et c'est que par la suite, avec les règles du marquis de Queensberry, qui sont en 1867, où tu as les règles de la boxe anglaise qui commencent à changer. Et c'est des règles qu'on retrouve encore de nos jours, tu vois, plus d'un siècle plus tard. C'est-à-dire, pas de clinch, enfin il y en a, mais je veux dire, on n'y reste pas, l'arbitre vient séparer. Pas de grappling, parce qu'avant ça, il y avait du grappling. Il y avait du grappling. Pas de projection. Ok. Parce qu'avant ça, il y avait aussi des projections. Pas de frappe en dessous la ceinture. Ouais. Parce qu'il y en avait également. Et pas de frappe au sol. Avant ces règles-là, c'était le MMA, quoi. On est quasiment dans du MMA, quoi. Tu vois. Et finalement, l'introduction des gants de boxe. Les gants de boxe, à partir de là, deviennent obligatoires. Et finalement, avec l'apparition des gants de boxe, qu'est-ce que tu as ? Tu as ces gants de boxe, même si tu pars sur du 10 os, tu vois, qui sont pas forcément du 16 os comme tu utilises à l'entraînement pour les sparring, mais finalement, tu as un peu de bouclier en face de toi. Ouais. Donc, ces gants, quand tu les portes, quand tu les lèves devant ton visage, tu as une protection supplémentaire que tu n'as pas à main nue, tu vois. Donc la garde de la boxe anglaise a aussi évolué avec le temps parce que les règles de la boxe anglaise ont aussi évolué. Et avec l'introduction de ce matériel de protection, parce que quelque part, les gants en boxe anglaise sont faits pour protéger les mains. Tu vois, tu te bandes les poignets, donc ça te rajoute une couche. Voilà, ça te rajoute une couche. Au niveau du poignet, t'as une bonne protection aussi, parce que tu as ce bandage là qui serre tout ça, et t'as en plus le box qui vient envelopper tout ça. T'as les mains qui sont protégées, tu vois. Et le protège-dents qui arrive dans les années 1920, mais aussi une protection supplémentaire. Bon là, cette fois-ci pas pour les mains, mais pour la bouche, tu vois, pour les dents. Et ça change un peu la donne finalement, tu vois, ça change un peu la donne. Voilà ce qu'on peut dire, hein, pour terminer sur la boxe anglaise, c'est que en termes de boxe classique, et ça tu rentres dans n'importe quel cours de boxe anglaise, la garde classique qu'on va te montrer, c'est en effet le menton baissé, les épaules relevées, une main devant, une main derrière, assez proche, quelque chose de très fermé. C'est la garde de base, celle qui est
défensif, celle qui, voilà, qu'on va t'enseigner dans n'importe quelle euh, école de boxe anglaise, j'ai envie de te dire sur toute la planète. Mais on voit que la garde de la boxe anglaise évolue aussi en fonction des boxeurs et de leur style. Oui. Parce que si tu prends un gars comme Mohamed Ali, il y a des moments où, si tu regardes un peu ses combats, où il a une attitude assez typique de Mohamed Ali, avec les bras en bas. Ah, c'est bas, ouais. Alors, les bras en bas, avec une tête qui est plutôt portée sur l'arrière, avec un énorme footwork qui lui permet d'adopter cette garde, puisqu'il est sur des esquives phénoménales. Bon, bien sûr, pas tout le monde est Mohamed Ali, il a une lecture du jeu de l'adversaire qui est absolument énorme, tu vois. Et donc voilà, il est pas sur cette garde classique, tu vois, quelque part. Pas dans toutes les phases de combat, mais en tout cas, voilà, quand il est dans cette attitude-là, il n'est pas dans une garde classique. Donc, tu vois. Ouais, Si tu prends un gars comme Mike Tyson, avec son fameux peekaboo, où il a une garde bien serrée, bien montée, où finalement il a une stratégie de garde qui est un peu similaire au Wing Chun, dans le sens où on essaye d'être ce qu'on appelle square en anglais, c'est-à-dire cadré, tu vois, faire face, mais vraiment de face à ton opposant, de manière à avoir la capacité d'utiliser à la fois ton bras droit et ton bras gauche de manière équitable, et de déborder autant sur la droite et sur la gauche. Et ça, c'est assez représentatif de son peekaboo style, tu vois, où il rush sur l'adversaire et tu sais pas s'il va sortir à droite, à gauche pour décocher son uppercut ou son crochet, pardon. Voilà, donc aussi une garde qui est pas une garde classique, hein, mais qui est adaptée à ce style de combattant qui était Mike Tyson. Et si tu prends un gars comme Floyd Mayweather, sa garde qu'il adopte, rien à voir avec la garde classique. Tu vois. Le Philly Shell, on est sur vraiment un autre fonctionnement de boxe avec cette garde. Donc voilà, il y a garde et garde aussi en boxe anglaise. Et ouais, il faut développer quand on parle de boxe anglaise, on parle de quoi exactement? On parle de quelle garde, dans quel contexte aussi. Ouais. Et voilà. Voilà, merci pour cette question. J'espère qu'on y a bien répondu. J'espère qu'on y a répondu, que j'y ai répondu. Oui, tout à fait. Et si tu veux bien, Elot, revenons au sujet de notre podcast. Donc, les assurances. Alors, parlons de MMA. Donc, les assurances, moi, je suis pas assuré à MMA perso, mais non, plus sérieusement. Parlons de Mixed Martial Arts, n'est-ce pas? Donc, qui est devenu légal en France assez récemment, quand on y repense. Hein. Je crois que c'était 2020, dans ces eaux-là. Et donc, qui est très populaire en ce moment avec les nombreux combattants français que nous avons dans notre roster incroyable. Donc oui, le MMA a été légalisé, comme tu l'as dit, en 2020, avec des compétitions professionnelles, avec la ministre Roxana, tu le dis mieux que moi. Marie Sénaou. Wow, bravo. Super. Et oui, qui a permis de se mettre à la page du monde et même de l'Europe, parce qu'il y avait quelque part une pression, parce que les autres pays européens légalisaient le MMA. Il y avait des compétitions qui se faisaient en Belgique, en Suisse, en Belgique, en Angleterre, en Pologne, etc. Et en France, non. Hein, donc on a vu en 2020, voilà, enfin le MMA est devenu officiel en France, et c'est la fédération de boxe qui encadre le MMA aujourd'hui. Donc ouais, si tu veux bien, j'aimerais bien qu'on revienne. On avait déjà évoqué revenir un peu sur l'histoire du MMA, sans remonter non plus au pancras gréco-romain, tu vois. Je sais pas toi, mais j'aime pas quand on fait remonter le MMA si loin que ça. Parce que dans ce cas-là, prenons les expériences qu'on a eues de partout dans le monde, de combats plutôt libres, et on peut passer par les Beimo sur le toit de Hong Kong aussi. Oui, bien sûr. Donc non, pour moi, je sais pas ce que t'en penses, hein, mais le MMA, les racines du MMA, c'est les compétitions de Vale Tudo au Brésil. Oui, avec la famille Gracie, la dynastie Gracie, j'ai envie de dire. Ouais. Qui est une grande famille de
pratiquants d'arts martiaux. Et donc le Vale Tudo, oui, c'est donc des compétitions qui viennent du Brésil, début du XXe siècle, si je ne m'abuse. Et donc... Ouais, je sais pas si c'est si vieux que ça. je crois que c'était vers 1920 ou quelque chose comme ça. Ouais, Ouais, après les graciers rentrent dans Oui, la après balance, les graciers sont partis du Vale Tudo en disant voilà, on va le mettre, on veut le mettre aux États-Unis, etc. Les Vale Tudo, en gros, tout est permis Ouais, c'est ce que veut dire en portugais. Vale Tudo en mode tous les coups sont permis. Quoi. Voilà, c'est ça. Il y Et avait. en fait, ce que les graciers ont proposé à un moment donné, c'est leur faire. Ils ont créé ce qu'on appelle ce qu'ils ont appelé le Gracie Challenge. Donc voilà, venez essayer de nous casser la gueule et on est meilleur que vous. Ouais. Et comme tu l'as dit, ouais, ils ont voulu reproduire ça aux États-Unis et en 1993 est apparue la première compétition de ce Gracie Challenge finalement aux États-Unis en 93, mais qui a eu une importance beaucoup plus grande parce que ça a été médiatisé dans le monde entier parce qu'ils ont fait appel à plusieurs combattants de disciplines différentes et c'est ça aussi qu'on veut dire parce que le MMA au début c'est pas du mixed martial arts, le terme est arrivé plus tard et au début on est vraiment dans de l'interstyle. Ouais. Avec du karaté, avec du judo, avec du jiu-jitsu brésilien. Contact, voilà. Et les graciers ont fait en sorte de montrer la suprématie du jiu-jitsu brésilien en faisant ces compétitions-là. Et c'est vrai que les premières années, Rose Gracie, il a absolument tout remporté, quoi. Il a fait le grand ménage avec, à l'époque, des règles, sans règles, en mode Vale Tudo, c'est-à-dire avec aucune catégorie de poids. C'est ça qui était finalement assez impressionnant parce que moi j'avais entendu que Rose Gracie, il a pas été choisi par hasard dans la famille Gracie. C'était celui qui était un des plus légers, tu vois. Ah ouais, c'est possible, ouais. Et pour donner encore plus d'aura au jiu-jitsu brésilien, montrer qu'en fait ce gars qui est plus léger que ses concurrents arrive à les vaincre parce que de manière classique dans n'importe quelle compétition d'arts martiaux, c'est des catégories de poids. Tu vois. Ouais. Et là, montrer qu'en fait, le gars, il fait 10, 15 kilos de moins, mais il arrive à soumettre ses adversaires et à remporter la victoire, ouais, ça a amené encore plus de crédit parce que ce qu'a voulu montrer l'UFC, l'Ultimate Fight. Fighting Championship. Merci, Ultimate Fighting Championship. C'est répondre à cette question que tous les pratiquants d'arts martiaux se posent à un moment donné. Quel est le style? C'est qui est le plus fort? C'est qui est le plus fort? C'est qui a la plus... Voilà, c'est ça. Et puis le fait que ce soit quelqu'un qui est plus léger que les autres, voilà, ça amène quelque part encore plus de crédit à ça. Donc l'UFC fait le buzz des quelques premières années, mais mine de rien, c'est quand même assez mal vu par le public parce que c'est un petit peu trop trash, on va dire. Très violent. Très violent. Et en fait, ça passe pas tellement dans les médias et au niveau des autorités aussi américaines qui ont tendance à pas vouloir médiatiser plus que ça ces compétitions-là. Et ouais, finalement, les premières années, ça fait le buzz, mais dans les années 90, vers la fin des années 90, entre 95 et 99-2000, on va dire, l'UFC n'a plus le vent en poupe et quelque part au bord de la faillite. Et un des managers de ces combattants-là, qui sont dans l'UFC, Dana White, qui est avant tout un manager, c'était le manager de Chuck Liddell, par exemple, un des premières big stars de l'UFC, du MMA, décide de racheter l'UFC. À l'an 2000, il le rachète avec deux associés à lui pour $2 millions, donc pas grand-chose dans ce monde-là. Donc Dana White, c'est un businessman, un manager businessman, et il décide de redresser l'UFC. Et quelque part, ce mec-là, c'est un génie parce qu'il a une bonne vision qui va porter ses fruits. Après un dur labeur, mais qui va porter ses fruits. Donc il régularise davantage l'UFC, il met des catégories de poids, il met des règles pour que ça devienne davantage acceptable par le grand public, par les autorités,
Et là où je trouve où il a eu un éclair de génie, c'est les années 2000, rappelle-toi, Love Story, Ah oui, le début de la télé-réalité. exact, ouais. Et en fait, ce qu'il fait, il fait une télé-réalité du MMA. Ouais, Donc c'est là où le terme MMA apparaît aussi, hein, Mixed Martial Arts. Et il crée une télé-réalité qui s'appelle The Ultimate Fighter, où on a vu par exemple Georges Saint-Pierre s'illustrer là-dedans, oui, où tu as Jean-Charles Skaborski Qui arrive. qui vient à cette occasion. Voilà, ouais. c'est dans ce contexte-là. Là. Et en fait, le fait que ça soit une télé-réalité, on a vu que ça a été le buzz. Hein, 25 ans plus tard, les téléréalités sont toujours là. Ouais. Donc c'est quelque chose qui plaît aux téléspectateurs en fait. Et ça amène un côté où les combattants sont plus simplement des combattants, mais deviennent des gens qu'on connaît de manière un peu plus intime. Ils ont une histoire, tu t'attaches à eux, tu vois, et ou tu les détestes. Mais en tout cas, à travers les télé-réalités, le spectateur est plus indifférent, tu vois. C'est soit il accroche à ce personnage-là, soit il le déteste, mais en tout cas, au prochain combat, il a vraiment envie soit de le voir gagner, soit Ouais. de le voir se faire démonter la gueule, mais il a envie de le voir, le combat, tu vois. Et ça apporte un plus énorme. Et c'est ce qui fait que l'UFC commence à devenir de plus en plus acceptable, de plus en plus médiatisé et voilà, gagne en popularité aux États-Unis. C'est énorme, quoi, ce que c'est devenu dans les années 2000 et par la suite, c'est devenu énorme, quoi. Ouais, bien sûr. Ça a rajouté une proximité avec les combattants, où on suit leur progrès, etc. Et donc, ce qui fait que le public a suivi et voilà. Donc, Ouais, et au final, t'as raison, ces combattants-là, ils deviennent des stars, tu vois. Ils deviennent comme les footballeurs, tu vois. C'est-à-dire, ils ont des sponsors, ils passent à la télé, ils font des pubs, enfin, voilà. C'est pas simplement que des athlètes, des sportifs, mais vraiment, ils deviennent vraiment super médiatisés, quoi, tu vois. Ouais, parlons de gars, justement, super célèbres. Et si on en avait qu'un à citer, Elliot, ça serait... ce serait Jean-Michel. Non, ce serait bien évidemment The Notorious. Conor McGregor. Bien sûr. Bien sûr, parce que c'est un gars aussi, je pense, pour l'UFC qui a permis à cette organisation de vraiment se développer, d'avoir un aura, d'avoir tous les projecteurs braqués sur elle, grâce à Conor McGregor. Ouais. Parce que, hormis le fait que c'est un combattant, je trouve, extraordinaire, en tout cas, il a eu sa période où il a été voilà, quelqu'un d'assez phénoménal. Il s'est aussi fait connaître par son talk trash. Oui. Ça a vraiment mis la lumière sur la discipline, sur l'UFC, Ça sur a attiré les énormément stars. d'audience. Et bon, même si c'est quelque chose que j'apprécie pas forcément, tu vois, le talk trash, et c'est vrai que donc c'est le fait que voilà, avant le combat, par l'intermédiaire des conférences de presse ou sur les réseaux sociaux, c'est un combattant qui va dire énormément de mal, dénigrer son opposant déjà avant, et quelque part, le combat commence un peu déjà là, tu vois. Ouais. C'est-à-dire psychologiquement mettre la pression sur son adversaire, une pression médiatique, et tu as les médias qui vont se retourner vers le combat. Il a dit ça, machin, tout ça, qu'est-ce que t'en penses? Enfin, quelque part, c'est déjà, tu vois, c'est déjà mettre la pression. Tu vois, là où Conor McGregor devient une superstar, c'est quand il remporte la ceinture face à José Aldo. Oui. Pour moi, c'est là où il devient The Notorious, tu vois. C'est là, avant ce combat, il a fait énormément de victoires et il arrive sur je sais pas combien de victoires d'affilée sans perdre. José Aldo, à cette époque, il est monstrueux. Il règne sur cette catégorie depuis, je crois, 7 ans. Il a ce titre-là, invaincu depuis 10. Enfin, c'est un monstre. Ouais. Tu vois, quand il arrive là, c'est un monstre. Conor McGregor est le challenger, mais c'est un monstre. Mais il le provoque tellement avant, je crois le combat est extraordinaire et est resté dans les annales parce que je crois qu'il dure 11 secondes, 13 secondes. Ouais, il dure pas très longtemps. Ouais. Il dure pas très longtemps et il le vainc sur un seul coup, une droite bien placée qui
qu'il arrive à visualiser. C'est ça aussi la force de Conor McGregor, je trouve. C'est un gars qui se connaît très bien, qui connaît ses points forts, qui connaît ses points faibles, qui analyse énormément les vidéos de ses concurrents et qui arrive à visualiser aussi les combats, la manière dont il va terminer ses adversaires. Et combien de fois il a mis des pronostics qui se sont avérés justes en plus de ça, tu vois, c'est un truc de fou. Et le combat contre José Aldo, c'est ça, il visualise, on le voit, il y a sur des vidéos pré-fight, tu vois, juste quand il est dans les coulisses, qui se prépare à faire le combat, quand il est dans son warm-up, son échauffement, il visualise ce coup de poing qu'il le donne en crochet, et finalement c'est ce qu'il fait, tu vois. Mais ce combat, pour moi, quelque part, il avait déjà commencé avant. Parce qu'il lui a mis une telle pression. Je pense que psychologiquement, José Aldo, déjà quand il rentre dans la cage, quelque part il doute déjà. Parce que même si Conor McGregor est le challenger, tu vois, sur ce combat-là, il a une telle arrogance, une telle confiance en lui. Je sais pas si José Aldo avait eu un concurrent, un combattant de cette trempe-là avant, tu vois. Et bon, voilà, au final, il met cette patate là qui le couche tout de suite. Enfin, un truc phénoménal. Quoi. Quel est ton, dis-moi un petit peu, quel est ton top 3 of all time de tout l'UFC? De tout combattants, l'UFC, bien sûr. Georges Saint-Pierre. Ouais, Georges Saint-Pierre, c'est vraiment un combattant que j'aime. Bah, tu vois, Georges Saint-Pierre, ce que j'aime chez lui, on était en train de parler de Todd Crouch, c'est qu'il en fait pas. il est respectueux et bon, je viens des arts martiaux et c'est finalement ça fait 25 ans que je pratique les arts martiaux, c'est quelque chose que j'ai appris aussi sur le tatami, ou enfin voilà, c'est t'es respectueux, quoi. T'es respectueux, t'as pas, voilà. Et c'est vrai que le talk trash, c'est pas un truc que j'apprécie. Et Cédric Doumbé, j'aime pas, par exemple. Justement pour ça. Après, il a des qualités de combattant extraordinaires. Mais voilà, je sais faire la part des choses. Je sais le reconnaître qu'il est un bon combattant. Mais cet aspect, talk trash, j'aime pas. C'est ça aussi que j'apprécie beaucoup avec nos combattants français de MMA, c'est que finalement il n'y en a pas beaucoup qui ouvrent leur gueule, tu vois. Si tu prends, non, c'est vrai. Si tu prends Nassourdine Imavov, si tu prends Benoît Saint-Denis, si tu prends Baki, si tu prends Varela, enfin c'est des gens qui sont assez respectueux, qui taclent pas sévère, et s'ils le font, c'est avec respect, tu vois. Et oui, j'ai oublié Saladin Parnasse, qui est un de mes... je pense dans le top. tu me demandes le top tout confondu, je saurais pas te dire, mais je saurais pas dire sur le top international, tout combattant confondu. J'aime bien JSP, j'ai beaucoup aimé McGregor, même si c'est vrai qu'il est dans le top trash, mais j'aime beaucoup son style de combattant, tu vois. J'ai beaucoup aimé. Non, mais si on reste que sur les combattants français, Saladin Parnasse, bien sûr. Je pense pour moi, Saladin Parnasse et Nassourdine Imavov, c'est les deux gars que j'apprécie le plus dans le combat français. C'est... moi, de l'UFC, disons, toute période confondue, mon petit top 3, ce serait Georges Saint-Pierre, comme toi, Anderson Silva, et John Jones, quoique il m'a un peu déçu avec la façon dont il a géré sa fin de carrière. Sa fin de carrière, mais bon, il va peut-être recombattre là à la Maison Blanche, c'est ça, contre Donald Trump. Donc non, mais le fait qu'il ait évité un petit peu Thomas Spinal, le combat que tout le monde voulait, c'était dommage. Ouais, c'est vrai. Donc voilà. Après, niveau français, oui, BSD, Saladin, Imavov, Varela, tout. D'ailleurs, Wilson Verale qui s'entraîne à Gracie Barra, Marseille. Voilà. Et donc, des fois, je suis avec lui. Voilà. Tu tournes avec lui, des fois. Non, j'ai pas eu cette chance encore. Mais j'ai la même ceinture que lui. Bon, il est beaucoup plus fort que moi. Hein. Il a la ceinture bleue aussi, mais il est beaucoup plus fort que moi. Il me tue, c'est simple, hein. Il me tue. Ah, c'est sûr. Mais voilà, et on parlait donc du trash talk aussi des Français. Je pense que c'est n'empêche quelque chose que les Américains aiment beaucoup. Oui. Et je pense que
Parce que voilà, Bah, c'est ce qui sépare Imavov, BSD, même si BSD, des fois, il a fait des déclarations précédemment en mode oui, ramenez-moi n'importe qui du top 15, je vais ramener la ceinture, etc. Bon, c'est pas du trash talk. Non, mais en même temps, tu vois, Mais- je pense que l'UFC quand même encourage quand même les combattants, parce que ils Oui. aiment ça. Il y a du storytelling Oui, aussi. c'est Tu vois. ça. Ils encouragent quelque part les combattants à le faire. Après, chacun le fait de la manière dont ils veulent, mais voilà, de temps en temps, c'est bien que tu vois, si tu prends quelqu'un comme Nassourdine Imavov aussi, il est pas du tout là-dessus. Il s'exprime dans la cage. Il l'a Ouais, dit à ouais. plusieurs reprises, mais Mais je quelque pense part, que si justement Nassourdine, il a pas eu encore un title shot, ouais. même si je pense qu'il va l'avoir incessamment sous peu, Ouais, ça va arriver. c'est aussi en partie parce que c'est quelqu'un de très calme, très posé, qui fait pas trop de vagues, Ouais, et que l'UFC, comme t'as dit, ils veulent une histoire, ils veulent un ils veulent une mec histoire, ils veulent faire monter la hype. qui Mais vient. tu vois, quand il y a eu l'UFC à Paris avec la Nerd Team, Ouais, voilà, c'est la ça. team des Brésiliens, on a eu davantage. Parce que pour le coup, ils étaient très portés sur Ouais. le talk trash, faire monter la hype. Et voilà, on a eu un peu cette rivalité. En plus, il y avait le France-Brésil. Ouais. Voilà, il y a un peu ça aussi. Donc, ouais, on a eu un peu ça là, avec cette UFC à Paris qui était phénoménale. C'était extraordinaire. Oui, très bien, très bien. C'était extraordinaire. Là, la team de Nicolas Haute, voilà, elle a vraiment. Elle a remporté les débats contre le Brésil, c'est Ouais. indéniable. Ouais. Elle nous a mis des paillettes dans les yeux à tous. Oui. Ouais, c'était phénoménal. Là, on tourne cet épisode. On est quoi? Dimanche 18, je crois, octobre 19. Je sais plus. 19, ouais. Donc, il y a eu le combat contre Baki et Jordan Zebo hier soir. Donc, Baki, team Nicolas Haute a perdu. Mais bon, le combat, moi, je trouvais que c'était un beau combat. Pas toi, mais. Ouais. Bon, après, j'ai pas vu le combat La rediff. dans son intégralité, donc j'ai vu que les highlights. Ouais. Mais voilà, c'était un combat. Je sais pas, j'ai trouvé ça un peu moyen, mais bon. Ouais. Voilà, c'est Moi aussi, c'est pas. qui malheureusement pour Baki, peut-être va pas lui permettre d'intégrer l'UFC tout de suite. Non, bah non. Malheureusement, parce qu'il comptait sur, je pense, sur cette victoire pour avoir un peu plus de, comment dire, de légitimité pour pouvoir prétendre à rentrer dans l'UFC. Autre combat aussi assez phénoménal hier soir de Manon Fiorot qui a remporté cet affrontement voilà, de manière assez. Enfin, a fait une très belle prestation, je trouve. Oui, Tu as vu absolument. la rediff aussi, Elliot? J'ai vu la rediff dans son intégralité. Alors, c'est bon, ça a pas duré longtemps. Hein. Non, premier round. Voilà, un TKO au Un premier beau round. cross Donc, qui passe et qui fait bien mal à la mâchoire et c'est qui ça. elle prend le dessus tout de suite. Non, phénoménal. Phénoménal. Et non, je suis très content pour elle parce que elle est méritante. Elle avait perdu son dernier combat et elle avait eu énormément de mal à l'encaisser, je veux Ouais. dire, psychologiquement. Donc repartir sur une victoire là, c'est quand même bien, quoi. C'est Ah ouais, vraiment ouais. bien pour elle. Bah, ça a été très dur, je pense, psychologiquement, parce qu'il y a eu aussi les médias, etc. Parce que bon, ça allait être certainement la première athlète française à avoir une ceinture à l'UFC. Ouais. Donc, Ouais. il y avait toute cette pression et tout. Donc, Ouais. Et sachez, mesdames et messieurs, qu'il n'y a pas que l'UFC dans la vie. Non, Non. non, tout à fait. Là, on a un peu accentué sur l'UFC, en effet, mais finalement, le MMA se décline aussi dans d'autres organisations. L'UFC est une des premières, la première, peut-être, organisation, certainement d'ailleurs, de Ouais. MMA. Peut-être. Mais à partir des années 2000, plusieurs autres organisations se sont développées de partout dans le monde. Alors, une qui est gigantesque en Asie, C'est le One. dont on ne parle pas forcément souvent, mais c'est le One FC, enfin One Championship, je crois maintenant, qui est une organisation juste monstrueuse, qui fait tourner tous les combattants en Asie et qui se focus pas simplement sur le MMA. Hein. Donc le MMA est une de ces compétitions qu'organise le One FC, mais ils font aussi des compétitions de grappling, des compétitions de boxe thaï, et voilà, et t'as énormément de combattants asiatiques qui s'illustrent dans cette organisation-là. Mais il y a aussi d'autres combattants qui
qui ont fait parfois une carrière à l'UFC, qui vont au ONE FC, ou l'inverse, tu vois, que l'UFC repère et qui arrivent à récupérer. Donc c'est une grosse organisation. Ouais. Puis il y a le KSW aussi. Donc Le ouais, en Europe, PFL. si on est en Europe, il y a le KSW qui est une grosse organisation dont Saladin Parnasse est le double champion actuellement. Oui. Il est champion poids plume et poids léger. Donc c'est pour ça qu'un Saladin Parnasse ne peut pas affronter un Benoît Saint-Denis, parce que Benoît Saint-Denis est combattant dans l'UFC, une autre organisation, et même s'ils sont, il me semble-t-il, sur à peu près la même catégorie de poids, ils peuvent pas s'affronter parce qu'ils sont pas dans la même organisation en fait. Ouais, tout à fait. C'est comme le combat lorsque Ngannou et Jones, on en parlait pas mal, mais Ngannou avait quitté l'UFC, donc le combat ne pouvait pas se faire pour des raisons. Voilà. Et une autre grosse organisation aussi en Europe, c'est le Cage Warrior, qui est une des premières au début des années 2000. Et donc, tu as plusieurs combattants qui sont passés par cette organisation-là avant de rentrer à l'UFC. L'UFC représente un peu le Graal, on va dire, comme organisation. Si on devient champion de l'UFC, en gros, on est allé au top Les de sa champions du carrière, monde de... Voilà, c'est ça. Ouais. Voilà, de MMA. Mais certains combattants comme Conor McGregor, par exemple, sont passés par Cage Warrior. Ils se sont fait repérer par cette organisation anglaise avant de rentrer à l'UFC, tu vois. Et en France, avec la légalisation, on a parlé à l'an 2000, il y a des organisations qui ont vu le jour comme l'ARES, et donc le combat dont on a parlé entre Baki et Zebo, c'était l'ARES Fighting Championship qu'il a organisé. Enfin, une autre organisation française aussi qui organise des combats professionnels de haut niveau, qui est le Hexagone MMA. Ouais, pour revenir simplement sur les blocages, Elliot. Oui, ce qui a retardé l'arrivée du MMA en France, c'est aussi, je pense, une question de mentalité, une question de violence qui peut aussi être bloquée. Ah, pardon. Non, excuse-moi, je te coupe. Oui, le violence qu'on ne voyait pas forcément dans les autres sports de combat, c'est-à-dire le fait que y a une cage déjà. Oui, voilà, c'est ça. Il y a une cage et on a associé ça vraiment à des animaux en cage, des gladiateurs, et alors que c'est pas le cas en fait. Si la cage en MMA n'est pas faite pour animaliser les combats. Oui, c'est juste une arène, quoi. C'est une arène, comme une arène, un ring peut être. Et voilà. c'est de la protection. Ouais. C'est une protection pour les combattants, c'est-à-dire c'est un endroit super safe en fait, la cage de MMA, parce que bon, bien sûr il y a un revêtement au sol, quand on tombe par terre on risque pas de se blesser, mais ça, je veux dire, toutes les compétitions d'arts martiaux, sports de combat avaient déjà un revêtement, mais la cage c'est pas des cordes comme un ring par exemple, et on peut pas tomber et se faire mal parce qu'il y a cette cage qui nous protège, Qui bloque, ouais. Et moi, ce que je trouve super intéressant aussi avec la cage du MMA, c'est qu'elle a apporté une autre dimension dans les sports de combat. C'est-à-dire le fait que tu peux t'appuyer sur la cage. Ouais. Ça, c'est quelque chose qu'on n'avait pas vu avant. Alors, il y avait les cordes dans les rings, mais bon, quelque part, tu peux pas tellement t'appuyer sans... on enlève le catch, qui est vraiment à part. Le coup de la corde à linge, tout ça. Bon, oui, par-dessus la troisième corde. Par-dessus la troisième corde. Aïe. Où tu prends les chaises. Quel classique. Non, voilà, on est vraiment à part. Mais voilà, elle apporte une autre dimension. Parce que quand tu es combat au sol au milieu de la cage, et quand tu es dans le combat au sol contre la cage, c'est différent. C'est différent. Le gameplay est complètement différent. Les stratégies de combat sont complètement différentes. Tu peux t'appuyer contre la cage, voilà, donc c'est quand même assez différent. Et ce qui est intéressant aussi avec la cage du MMA, c'est que tu n'as pas de coin. Exact. Tu vois, contrairement à un ring de boxe où tu as les 4 angles, où la stratégie que tu peux avoir, c'est enfermer ton adversaire dans les angles et pour l'éviter d'aller à droite ou à gauche et nanani nana. Tu n'as pas ça, parce qu'il n'y a pas d'angle. Il n'y a pas d'angle. Donc, ça apporte une dimension au sport de combat qui est vraiment différente, je trouve.
Oui, oui, bien sûr. Et puis aussi, il faut savoir que, donc, comme tu as dit, on peut s'appuyer sur la cage pour améliorer son game plan, trouver des tactiques, etc. Et aussi, c'est aussi interdit pour les combattants de mettre les doigts dans la cage Ouais, de pour se s'agripper. retenir, quoi. Ouais, ouais. Donc, des fois, il y a des petits malins qui réussissent en mettant le doigt de pied ou les machins Ouais, pour ouais. éviter de machin, et l'arbitre dit aux combattants d'arrêter, mais ça peut entraîner des pénalités. Ouais. Et ouais, moi je trouve ça intéressant parce que ça a apporté finalement de nouvelles stratégies et l'apparition de nouvelles techniques, tu vois, dans les sports de combat, chose qui n'existait pas avant. Hein, donc, quand tu fais du MMA maintenant, même si on est dans une discipline qui est interstyle, hein, parce que tu as du striking, du clinch, tu as de la lutte, tu as du combat au sol, mais c'est devenu quelque part une discipline à part entière, tu vois, quelque part. Ouais, ce qu'on a reproché aussi au MMA, c'est le fait on peut frapper au sol son adversaire. Et Oui. du combat au sol, on en a toujours vu, Mhm. mais en forme de lutte, de grappling, comme avec la lutte gréco-romaine, comme avec le jiu-jitsu brésilien, etc. Mais là, le fait qu'on puisse frapper quelqu'un Alors qu'il est au sol, au sur le sol, dos, voilà, inconscient. ça a été très mal vu. Ouais, ouais. Parce que le combat est déloyal, quelqu'un est au sol, je le frappe. Ça, c'est quelque chose qui a été très mal vu et quelque chose qui a vraiment repoussé beaucoup de combattants d'autres styles, tu vois. Ouais, ouais, bien sûr. Et puis même au niveau du public, etc. Je crois que je sais pas si c'est encore le cas au One, mais en tout cas au Vale Tudo, etc. Dans certaines compétitions et tout, il y a le fameux tir au but, le fameux penalty où le gars est par terre, tu vois Ouais. sa tête et tu Ouais. lui donnes un coup de pied, quoi. En Ouais, il mode y a un penalty, côté quoi. non fair play, tu vois. Il y a un Oui, côté, voilà. il y a un côté mise à mort un peu, tu vois. Ouais, c'est ça, Le c'est mec ça. est au sol et bam, tu le finis. Et ça, c'est vrai que c'est quelque chose qui est pas passé, qui a eu du mal à être accepté. Mais en même temps, maintenant, avec les règles qui se sont, voilà, il y a une régularisation de ce sport de combat-là, Hmm. où tu as l'arbitre. Dans quasiment toutes les organisations, on le voit, c'est-à-dire quand tu vois qu'un combattant est au sol et qui a une absence de défense, qui commence vraiment à ne plus pouvoir se défendre, l'arbitre arrive et met fin au combat. Ouais, ouais. Ouais, donc il n'y a pas cette mise à mort comme on aurait pu le voir dans les premiers UFC où c'était vraiment vale tudo, tu vois. Hmm. Tous les coups sont permis pour reprendre le terme et le film de Jean-Claude Van Damme, tous les coups sont permis. Ça existe, enfin, ça existe encore bien sûr, mais l'arbitre, si vraiment il voit qu'un combattant n'a plus la capacité Ouais. de pouvoir se défendre, il met fin au combat tout de Hmm. suite. Et, moi, néanmoins, je trouve ça intéressant, le fait que tu puisses être au sol et qu'on puisse continuer à te frapper, parce que c'est quelque chose qu'on n'avait pas avant dans les compétitions. Et si je fais le parallèle avec des situations de self-défense, enfin, C'est la même chose, ouais. c'est Ils vont quelque pas chose arrêter parce que t'es par terre. Non, exactement. Et ça, c'est quelque chose que nous, on l'entraîne, tu Mhm. vois, dans nos cours. Et je trouve ça intéressant parce que moi, j'apprécie voir cette forme de combat-là aussi, quoi, tu vois, parce que ça, toi qui es pratiquant de jiu-jitsu brésilien et pour avoir pu tourner un peu avec toi au sol ou avec Gianni aussi qui en fait, tu vois, Ouais. enfin notamment Gianni, mais il a pu me dire, ouais, mais en fait, il dit qu'avec le bagage du jiu-jitsu brésilien Ouais. qu'il a, essayer de passer des clés, essayer de passer des étranglements, machin, tout ça, ça devient très compliqué quand t'as quelqu'un qui est au sol avec toi, mais qui n'essaye pas de lutter, il essaye de te striker. Ça limite ton éventail technique. Pour enclencher des clés et tout, Ah Ouais. 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 Je suis pas d'accord dans le sens où si jamais euh, si jamais on fait face à du striking, etc., alors qu'on est au sol, etc., faut aussi penser à pas forcément à passer, voilà, à passer le triangle, à passer machin, comme on n'est pas, on n'est pas face à face on n'est pas, comment dire, en affrontement Jujitsuka contre Jujitsuka, quoi. C'est quelqu'un qui veut te frapper, etc. Donc tu vas évidemment chercher à te protéger, etc. Et une fois que, si jamais t'attrapes un bras ou quoi que ce soit, le mec il va pas
tu vas te déplacer au sol. Déjà, avec une base de jiu-jitsu, tu es plus mobile au sol, etc. Au niveau des hanches, etc., Ouais. tu arrives plus à bouger. Et Ouais, bien donc, sûr. tu réussis plus à sortir de la ligne d'attaque. Et après, à utiliser le bras, à faire pression sur l'épaule, à le baisser plus, à le maintenir contre toi. Et après, Alors passer en après, dessous, etc., etc., il y a quoi. peut-être aussi, enfin, je suppose, comme partout, plusieurs écoles de Jiu-Jitsu et certains qui sont peut-être restés que sur du JJB versus JJB et qui sortent pas de cette bulle-là, tu Ouais, vois, ouais, et certainement. d'autres qui élargissent un peu plus et apportent au JJB aussi mettre le JJB dans un contexte de self-défense Ouais. où tu peux aussi intégrer du striking. Donc c'est vrai que il y a peut-être aussi parmi les écoles de JJB des points de vue différents à ce niveau-là. Oui, 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 mais même, je pense que oui, chacun après fait ce qu'il veut avec l'enseignement qu'il reçoit. Tu Ouais. vois, je fais du Wing Chun et je fais du Jiu-Jitsu brésilien. On travaille un petit peu le sol, au Wing Chun et tout. L'aspect self-défense dans l'académie dans laquelle je suis est pas plus poussé que ça. Ouais. Mais je réussis à pouvoir me dire, oui, si le mec il m'envoie des patates alors qu'il est dans ma garde, je vais pas chercher le triangle ou je vais pas chercher à le renverser, je vais chercher à me protéger, à passer en dessous et machin, etc. Ouais, mais là, pour ça, faut avoir une réflexion là-dessus, quoi. Oui, oui, C'est-à-dire, bien sûr. si on est dans le game compétition de JB, finalement, tu fais pas. Non, bah en tournoi, je m'inquiète pas Voilà. de la patate de l'autre, sinon il est disqualifié. Donc, Voilà. Donc, il est C'est clair sûr. qu'il faut y penser. Et pour le Oui. coup, ça conditionne quelque part ton entraînement. Si tu penses à intégrer dans ton JJB des défenses sur du striking, forcément que ça conditionne ton entraînement différemment, quoi. Oui, oui, bien sûr. Non, oui, bien sûr. Voilà, ce qu'on peut dire pour terminer peut-être cet épisode, c'est que autant avant, on avait des pratiquants de MMA qui venaient, enfin avant de rentrer dans le MMA quelque part, ces gars-là, ils venaient soit du striking, je sais pas, de la boxe taille Ouais. par exemple, du full contact, kickboxing, et ils allaient mettre dans leur éventail technique quelque chose qui leur manquait. C'est-à-dire le clinch, le grappling, le combat au sol, ou l'inverse. Tu vois, des mecs qui viennent Du sol et qui intègre voilà. du striking. Ouais. Et qui intègrent du striking. Alors que maintenant, au plus le MMA se développe, au plus on voit apparaître aussi des écoles qui proposent tout. Ouais. Toutes les dimensions du combat tout de suite, avec ce que fait le MMA Factory, par exemple. Les deux grandes écoles qui portent le MMA professionnel en France, bon, il y en a d'autres un peu partout, mais on va dire les deux plus grosses à Paris, c'est le MMA Factory et c'est le Venom Training Camp, je crois, le team de Nicolas Haute. Voilà, ça, c'est vraiment les deux grandes écoles qui portent le MMA français. Et là-dedans, si tu intègres les cours, parce que certes, il y a des pros, mais c'est aussi monsieur tout le monde, comme toi et moi, qui peuvent aussi bénéficier des cours qui se passent là-bas, tu vas avoir un cursus, une programmation, un curriculum qui est absolument complet. Ouais. C'est-à-dire tu vas faire du striking, tu vas faire du clinch, tu vas faire du combat au sol, etc. etc. Et ça, c'est quelque chose qui commence à voir vraiment le jour de partout maintenant, où tu as des écoles qui apportent tout ce que tu dois faire en MMA. Et ça, je trouve ça intéressant, parce que ça commence à devenir vraiment une discipline à part entière, en fait. Oui, oui, parce que c'est du striking MMA, c'est du sol MMA, c'est de la lutte MMA, c'est de machin. Après, il y a toujours des spécialistes qui viennent. Voilà, souvent comme ça, voilà. sous forme de spécialiste, c'est-à-dire un gars qui est spécialiste dans le striking MMA qui vient faire un cours, un gars qui est spécialiste dans le grappling MMA qui vient faire un cours, mais au final, quand tu rentres dans ces écoles-là, tu vas sortir tout de suite comme un combattant complet, quoi. Ouais, Tu ouais, vois. bien sûr. Avec tous les aspects du combat. Donc finalement, c'est devenu une nouvelle discipline, je trouve, à part entière. Oui. En plein essor, en tout cas. Hein. Ouais. Bien médiatisé, bien représenté par les athlètes français et françaises. Et donc, ça fait plaisir, c'est bien. Et toi et moi, je pense qu'on est genre de gars qui pratiquons les arts martiaux, on va dire classiques, traditionnels, mais qui juste aimons ça, quoi. Oui, Enfin, oui. moi, j'aime Même la regarder. bagarre.
Le MMA, je suis pas ce genre de gars qui est un pratiquant d'arts martiaux traditionnel, on va dire, même si j'aime pas trop ce terme-là, mais qui non, je regarde pas le MMA, c'est des sauvages. Non, j'adore ça. Je kiffe ça. J'encourage vraiment tout le monde à regarder et parce qu'il y a beaucoup de choses à apprendre en regardant juste des gens qui sont pros pour ça, qui s'y entraînent tout le temps. Autant avant, il y a quelques années en arrière, j'avais un peu de mal à regarder le MMA parce que je trouvais ça des fois un peu trop brut, tu vois, un peu trop brouillon. Je kiffais pas regarder le combat au sol. Maintenant, je trouve que c'est devenu beaucoup plus technique. Ouais. Et j'apprécie énormément. Je vois les stratégies qui se mettent en place, autant dans le striking que dans le combat au sol, les amener au sol, les défenses enfin, je trouve ça super intéressant. Et j'apprends beaucoup en regardant les combats de MMA. J'en parle beaucoup avec toi, avec les autres élèves. Voilà, on fait souvent des débriefings entre nous, quoi. J'aime bien. Et oui, la bagarre, c'est bien. Donc, il faut regarder. Voilà, on finit par pronostic. Ah, sur Cyril Gane. Monsieur Gane et Monsieur Jones. Non, Monsieur Aspinall, pardon. Monsieur Aspinall. Oui. À l'heure à laquelle cet épisode sortira, le combat sera passé. Terminé. Ouais, sera passé. Mais là, on est vers un retour vers le futur, donc je dirais. Allez, j'ai envie d'être chauvin, n'est-ce pas, et d'être français, et de dire Gane. Pas par KO. Par KO ou au point. Au point. Ouais, mais pas par soumission. Je pense pas qu'Aspinall puisse se faire soumettre. D'accord. Donc KO ou point, ouais, pour Gane. D'accord. Et toi donc? Ouais, moi je vais pas m'aventurer dans. Aïe. Je suis le seul homme mouillé. Aïe. Ouais, t'es le seul homme qui se mouille. C'est honteux. Non, ça sera un combat difficile pour les deux, je pense. Je pense pas qu'il va avoir un TKO au premier round, tu vois. Je le vois bien au point aussi. Okay. Je le vois bien au point. C'est de très bons combattants tous les deux. Je pense qu'ils ont pris le combat au sérieux tous les deux. Ouais. Et oui, j'aimerais bien que Cyril remporte une première ceinture de l'UFC qui marque l'histoire du MMA français. J'aimerais bien. Ce serait bien, et puis ça lui éviterait une carrière d'acteur, donc c'est pas plus mal. C'est pas plus mal. Ouais. Allez, force à lui, on s'arrête là. Allez, force. Merci d'avoir écouté cet épisode de Kung Fu Coffee Break. N'oubliez pas de commenter, de partager, de liker. Mettez-nous vos pronostics pour les futurs combats de MMA qui se profilent avec Benoît Saint-Denis qui arrive dans pas longtemps également. Tout à fait. Et aussi, n'hésitez pas à nous laisser votre top 3 de combattants MMA. C'est une bonne idée, ça. Évidemment, j'ai toujours des bonnes idées. Allez, à bientôt. Au revoir. I'm certain I can beat you. You have proved that you fight well. Now you can join us. À bientôt pour un prochain épisode de Kung Fu Coffee Break Podcast.